Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage qui concerne l'expérience de mort imminente que j'ai vécue le 4 avril 2002 à 19h10. Ça ne s'invente pas. Si on réduit 4-4 2002, on obtient 4, 4, 4. Et si on réduit 19h10, on obtient 10, 10. Rien que de le dire, j'ai des frissons. Moi qui crois tellement au signe des anges, là j'ai été servie. Vraiment. Tout a commencé 2 jours avant. Le 2 avril 2002. On reste dans des chiffres angéliques. À 7h du matin, j'ai perdu les os, 2 mois en avance. Ça fait drôle quand on n'est pas préparé. Tout s'est enchaîné. J'étais amenée à l'hôpital. On m'a perfusée. On m'a transférée dans un hôpital bien plus grand, pouvant accueillir un nouveau-né prématuré. Dans l'ambulance qui m'emportait, les pompiers m'ont demandé comment je voulais nommer cet enfant. Étrangement, ça faisait des années que je m'étais préparée à cette question, que je savais parfaitement comment je voulais l'appeler. Et pourtant, dans cette ambulance qui m'emmenait, je me suis dit que s'il naissait avant d'arriver, je l'appellerais différemment. Je vous expliquerai tout à l'heure l'importance du prénom que j'avais choisi. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais dit que s'il naissait avant l'arrivée, je l'appellerais différemment. Est-ce que le prénom qui m'est venu en tête était le prénom du pompier qui me posait la question ? Je ne pourrais pas vous répondre parce que, à l'époque-là, je ne lui ai pas demandé. Je n'y ai même pas pensé. Toujours est-il que, vous vous en doutez, je n'ai pas accouché dans cette ambulance. Enfin, dans ce camion de pompiers. Et je suis arrivée à destination. Là encore, on m'a fait une batterie d'examens, échographie, etc. Et surtout, les médecins ont demandé à ce que, pour les 48 heures qui allaient arriver, je ne devais absolument pas me lever. Parce que quand les enfants sont au 7e mois, il est souhaitable qu'ils tiennent encore 48 heures après une injection afin que leurs poumons puissent se maturer. La première journée s'est passée assez tranquillement, malgré les examens. Le jour suivant, le 3 avril, petit à petit, j'ai commencé à avoir des douleurs. Forcément, des contractions. Des douleurs de plus en plus fortes. Et, chose qui devait arriver, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Je vous rappelle que les médecins m'avaient dit de ne pas me lever. La personne qui a entendu mon appel m'a dit que pour aller aux toilettes, je pouvais quand même me lever.
ce que j'ai fait. Je ne lui en veux pas et elle ne pouvait pas prévoir tout ce que ça allait enclencher. J'ai commencé à avoir de la température sans vraiment m'en rendre compte. J'ai commencé à avoir très chaud. J'ai ouvert les fenêtres. Je n'avais plus d'appétit. J'ai très mal dormi la nuit-là. Et puis est arrivé le 4 avril. Le matin, j'ai appelé pour dire que j'avais vraiment très très mal. Vraiment très mal. Des contractions qui tiraient vraiment dans le dos. Peut-être même plus que dans le ventre. Et là encore, pour vous dire que tout est parfaitement orchestré. La personne qui m'a entendu était sûrement fatiguée. Nous le savons. Être soignant, ce n'est pas marrant. Beaucoup trop sollicités, exténués. Ils ne peuvent plus faire ce pourquoi ils ont une telle vocation. Donc cette personne tout simplement m'a dit « Mais madame, vous allez accoucher. Vous pensez que vous avez quoi ?» Malheureusement, je suis de ces personnes qui n'aiment pas du tout déranger, qui n'aiment pas faire de bruit. Et j'ai tendance à me dire que ce qui arrive aux autres est sûrement plus grave que ce qui m'arrive à moi et que, effectivement, étant donné que je n'avais jamais accouché, effectivement, je ne pouvais pas savoir à quel point ça pouvait être douloureux. Et voilà, je me suis dit qu'elle avait raison. J'allais pas me mettre à sonner pour chaque contraction. La journée a passé très lentement, avec des douleurs régulières. Mais voilà, comme le matin, j'avais bien reçu l'information que peut-être j'étais un peu trop douillette et que peut-être j'appelais trop vite. J'ai pris mon mal en patience. L'après-midi, heureusement pour moi, mais encore une fois, rien n'est hasard. Et je suis désolée, mais je suis très émue de raconter cette histoire. Ma mère et sa propre mère, donc ma grand-mère maternelle, sont venues me visiter en fin d'après-midi. Elles sont restées un bon moment. Je me pliais régulièrement de douleur et que ce soit l'une ou l'autre, elles me disaient régulièrement que les contractions se rapprochaient et qu'il fallait appeler le personnel médical. Mais comme le matin, j'avais eu l'impression d'être abrouée, je ne voulais pas appeler. Je ne voulais pas déranger. Le temps continue à passer jusqu'à ce que ma grand-mère, qui était une femme quand même assez forte de caractère, jusqu'à ce qu'elle prenne le taureau par les cornes et qu'elle dise que là, il fallait appeler. Je vous avoue que je ne sais pas laquelle est allée chercher l'infirmière, qui de ma mère ou de ma grand-mère. Mais toujours est-il que quelqu'un est venu, m'a posé un échographe, et effectivement les contractions étaient très rapprochées. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, que j'étais installée en salle d'accouchement, laissant ma mère et ma grand-mère sans même pouvoir leur dire quoi que ce soit.
travail était déjà bien avancé. Personne ne m'a rien expliqué. J'espère que cette vidéo sera vue aussi par des personnes qui travaillent dans le médical, parce que ce soit les pompiers, que ce soit le personnel soignant, j'ai pour vous une affection profonde. Mon père ayant été toute sa vie pompier, et que ce soit ma mère ou mes tantes, elles ont toutes fait partie du personnel soignant. Donc vraiment, j'ai pour vous une affection profonde. Mais malheureusement, la façon dont vous êtes actuellement traité fait que vous ne pouvez plus faire votre métier avec autant de passion. Et vous n'êtes pas les seuls. Il y a tant de métiers où nous sommes débordés et où nous ne pouvons plus faire les choses comme nous aimerions les faire. Alors il faut prendre du recul et peut-être essayer de changer de direction pour retrouver la passion. Donc personne ne m'a rien expliqué. Pour la petite histoire, je ne voulais pas de péridurale. Pas parce que je suis courageuse, justement. Parce que je ne le suis pas tellement. Et que comme toutes les interventions, une péridurale peut aussi avoir des conséquences. Et je n'avais pas envie de tenter l'expérience. Les douleurs étant de plus en plus conséquentes, à un moment, je me suis dit, tu vas arrêter de faire la fière. Et tu vas peut-être demander une péridurale. Tant pis pour ce que tu as clamé pendant toute ta grossesse, mais voilà, tu vas ravaler ta fierté et tu vas gentiment demander que quelqu'un t'aide à passer ce mauvais moment. Le père à mon fils m'a précédé et a dit aux sages-femmes, vous voyez bien comme elle souffre, est-ce que vous pouvez lui faire une péridurale? Et là, la douche froide, mais quand je vous dis froide, je crois que c'est pas suffisant. La réponse, on ne peut pas faire de péridurale. Elle a de la température et on ne sait pas ce qui se passe. Oups. Ah ben là, je trouvais que cette réponse n'était pas très drôle. Et à ce moment-là, j'ai été un peu secouée. Je ne me suis même pas rendu compte que ce qui était peut-être grave, c'était que j'ai de la température. Pour moi, ce qui était grave, c'est de ne pas avoir le droit à la péridurale. Sur le coup. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien contente de ne pas l'avoir eu. Mais sur le coup, je l'aurais bien demandé. Donc, tant bien que mal, j'ai continué à pousser sans y parvenir. Je n'arrivais absolument pas à pousser. Je ne comprenais pas. Je me demandais à quel point je pouvais être, je ne sais pas, peu à droite peut-être, pour ne même pas réussir à pousser. Je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Encore une fois, personne ne me disait rien, mais d'un autre côté, il n'était pas temps de parler. Ce qui comptait, c'était de réussir au plus vite à accoucher. Pour que mon fils ne se retrouve pas en détresse respiratoire. Donc voilà, on ne m'a rien expliqué pour continuer absolument à pousser coûte que coûte, même si la poussée était moindre. J'ai eu droit à une épisiotomie gigantesque pour un petit bonhomme d'1,6 kg et elle était nécessaire pour le sauver. J'ai
attrapé mon fils. Je l'ai saisi comme, j'allais dire comme une louve, mais effectivement c'était complètement instinctif. Je ne me rendais même pas compte vraiment de ce que je faisais pour le prendre sur mon cœur, sur ma poitrine, pour le serrer, tellement j'étais heureuse de le rencontrer. On m'a demandé quel était son nom une fois qu'il ait été emmené en couveuse le plus rapidement possible. Et comme c'était prévu depuis 13 ans à l'époque, je l'ai appelé Paul. C'était le prénom de mon grand-père maternel. Mon grand-père qui était décédé 13 ans plus tôt. Et puis, une fois que ça a été acté, que mon fils a été nommé, j'ai vu mon grand-père apparaître devant moi, sur ma droite, sous l'horloge, qui semblait arrêtée. Sur le coup, j'ai pensé que simplement, c'était mon imagination, que j'étais tellement contente d'avoir donné son nom à mon fils, que je l'ai vu. Je sais aujourd'hui que ce n'était pas mon imagination. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je le sais aujourd'hui et pourquoi, au moment-là, je ne m'en rendais même pas compte. Il est apparu soudainement, comme dans ces films de science-fiction où on se matérialise par téléportation. Je le voyais parfaitement. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'il venait me chercher. Est-ce que c'est toujours quelqu'un qu'on a beaucoup aimé qui vient nous chercher? Sûrement. Et pour moi, il était juste que ce soit lui. À cette époque-là, de toute façon, qui d'autre que lui aurait pu venir me chercher? Pour la petite histoire, dans son enfance, mon grand-père est un enfant naturel. Il ne connaissait pas son père. Quand il est né, en 1932, sa mère était encore mineure. Elle n'avait que 17 ans. Alors, elle n'a pas pu l'élever. Certains pourront croire qu'elle l'a abandonné, mais je n'en ai jamais voulu à cette femme et je suis convaincue qu'elle a fait le choix le plus juste et surtout celui qu'on pourrait rapporter par rapport au jugement de Salomon. Vous savez, il y a 2 femmes avec 2 enfants dans un lit et un matin, un des enfants est décédé. La mère de l'enfant décédé prend l'enfant de l'autre femme et le remplace par son enfant décédé. Bien sûr, la mère qui a perdu l'enfant se rend bien compte qu'elle a volé celui de l'autre et celle qui a encore son enfant comprend bien que celui qui est décédé n'est pas le sien. Elle se rend alors devant le roi Salomon pour qu'il juge et décide à qui revient l'enfant qui est vivant. Dans sa grande sagesse, le roi Salomon demande de couper cet enfant en 2 en disant « Vous en aurez ainsi
chacune une moitié. La mère dont l'enfant est décédé répond « Très bonne idée ». Et celle dont l'enfant est vivant répond « Non, elle peut le garder ». Et c'est ainsi que le roi Salomon comprend qui est la véritable mère, parce qu'elle préfère se sacrifier et savoir son enfant vivant que de le sacrifier lui. Et c'est ainsi que je vois mon arrière-grand-mère. Elle a préféré laisser son frère, qui avait une épouse, qui avait une maison, qui avait une situation, élever son enfant adoré, plutôt que de prendre le risque de lui faire vivre une vie de misère. Elle est partie assez loin pour ne pas le côtoyer. Là encore, on pourrait lui en vouloir et se dire qu'elle aurait pu rester à ses côtés. Mais mon grand-père, alors, n'aurait jamais pu grandir, ne sachant pas vraiment qui il était. En s'éloignant, elle lui a permis de s'approprier pleinement une famille. Elle lui a permis de grandir de manière équilibrée, en se sachant aimer. Bien sûr, elle lui a quand même donné régulièrement des nouvelles et elle l'a rencontré plus tard. Mais c'est important dans mon histoire de savoir ce qui s'est passé avant. Parce que quand j'ai vu mon grand-père, je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je ne l'abandonnerai pas ». Et quand j'ai dit ça, il a disparu, instantanément. La porte s'est ouverte, un homme a passé la tête et il est devenu complètement hystérique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il est devenu fou furieux. Il hurlait « Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ? Vous ne voyez pas comme elle est bleue en parlant de moi ? Vous ne comprenez pas ? Où sont les bouteilles d'oxygène ? » Il s'avère qu'il n'y en avait pas dans cette salle d'accouchement. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a dans les salles d'accouchement ? Et là, il est devenu encore plus fou. Il est couru dans tous les sens. Il a trouvé des bouteilles d'oxygène et il les a lancées à la tête de la gynécologue. Et moi, en fait, j'étais tranquillement en train de les regarder. Je leur disais, pratiquement au ralenti, « Mais ne vous énervez pas, j'ai simplement un rhume. » J'arrêtais pas de tousser. J'allais de plus en plus mal. Et en fait, ils ne m'entendaient pas. Sur le coup, je croyais juste qu'ils ne m'entendaient pas. Mais en fait, ils ne pouvaient plus m'entendre. Je les regardais tous autour de moi et je les trouvais bien petits, mais encore une fois, je ne comprenais pas que j'étais juste en train de m'élever, de sortir de ce corps qui était vraiment en souffrance. Cet homme, complètement excité, était en fait l'anesthésiste. Il m'a sauvé la vie et je reste absolument convaincue que le fait qu'il rentre comme ça, sans raison, justement au moment où mon grand-père a disparu, je reste convaincue que c'est lui qui me l'a emmené. J'ai eu mon masque à oxygène sur le nez, mes bouteilles sur mon brancard. J'ai eu l'impression d'être dans un épisode d'urgence tellement on me poussait vite à travers les couloirs pour partir le plus rapidement possible au scanner. Le médecin urgentiste a été formidable. Formidable. Il a pensé à faire la chose qui pour moi aujourd'hui
a le plus d'importance, mais qui sur le coup, je ne me rendais même pas compte. Comme je venais d'accoucher, personne n'avait pensé à redescendre ma blouse, qui était remontée sur mes seins et tout le reste était nu. Il a pensé à descendre cette blouse. Il a eu pour moi un geste d'un enfant pour sa mère. Je suis convaincue que cet homme s'est senti profondément touché de voir qu'une femme qui venait d'accoucher était sur le point de mourir. Il a tout fait pour me sauver et je suis toujours là. La nuit est passée en réanimation. Mon fils en réanimation de son côté. Tous les deux sous respirateur, mais pas intubés. Le lendemain matin, encore une fois, le père à mon fils, qui ne nous a pas quittés, allant d'une chambre à l'autre toute la nuit, a demandé pourquoi personne ne me donnait à manger, parce qu'effectivement, je recommençais à trouver l'appétit et je n'avais même pas pensé à demander. C'est là que le verdict est tombé, que je risquais d'être intubée parce que j'avais fait une embolie et qu'on ne savait absolument pas du tout si j'allais m'en sortir. Ma SAT était encore à 81%, 81% d'oxygène, c'est rien. C'est même pas 2 doigts du coma. Et quand il a dit embolie, je lui ai dit non. Je n'ai pas fait d'embolie, vous vous êtes trompé de diagnostic. Si j'avais fait une embolie, je serais au paradis